C'était un vétéran noir, décoré, brisé par la guerre, un homme dont chaque pas coûtait. Et pourtant, ce jour-là, on lui ordonna de se lever. Dans une salle d'audience froide, un juge exigea qu'il se tienne debout, sans aide, au nom du respect. Pas pour la justice, mais pour la forme. Mais que devient une nation lorsqu'elle humilie ceux qui se sont battus pour elle, quand le sacrifice est ignoré et que la dignité est piétinée par les institutions censées la défendre? Si cette histoire vous touche, alors ne la laissez pas disparaître dans le silence. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui doivent l'entendre et abonnez-vous maintenant pour plus de récits vrais, puissants et nécessaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où un homme a chuté et où tout un pays s'est levé. Il était là, immobile, tandis que la pluie s'acharnait sur le toit de l'abribus. Le vent sifflait, mais lui ne bougeait pas. Ce n'était pas de la résignation, c'était de la fatigue, de celles qui ne viennent pas d'un mauvais sommeil, mais de toute une vie à devoir se justifier d'exister. Il s'appelait Malik Ndoye, 38 ans, vétéran de guerre, 2 missions en zone de combat, une jambe métallique, une colonne vertébrale cabossée, mais un uniforme encore impeccablement repassé. Il portait cet uniforme non pas pour impressionner, mais pour se rappeler à lui-même qu'il avait tenu, malgré tout. Face à lui, le tribunal s'élevait comme une forteresse de pierre grise, intimidante et lointaine. Il l'avait regardé trop longtemps de l'extérieur, incapable d'y entrer. 3 fois déjà, il avait tenté. 3 fois, l'infrastructure lui avait fermé la porte au nez. Ascenseur hors service, rampe absente, transport en panne. Ce matin, il avait décidé que rien ne l'en empêcherait. Même pas la douleur. Le motif de sa convocation ? 3 absences à des audiences pour des amendes de stationnement impayées. Des broutilles, mais la justice, elle, ne plaisante pas. Il avait essayé de contester, mais le système ne répondait pas aux clameurs des boiteux. Son téléphone vibra. Un message court. « Tiens bon, je t'attends après. Aïcha. » Sa sœur, infirmière de nuit, toujours présente, toujours debout, elle aussi, même quand elle vacillait. Malik prit une inspiration, s'appuya sur ses béquilles. Chaque pas était une lutte silencieuse. Mais il avançait. Parce qu'un soldat n'arrête jamais vraiment. Personne ne lui ouvrit la porte du tribunal. Personne ne le vit. Il n'était qu'un corps gênant dans un décor trop pressé. À l'intérieur, l'écho de ses pas sur les dalles froides tranchait le silence. La salle d'audience semblait sortie d'un autre temps, mur de bois sombre, éclairage vacillant, regard fuyant. Et tout en haut, la juge Dumas. Dumas. Une réputation de fer. Ancienne épouse de militaire tombée au combat. Elle respectait les soldats, du moins ceux qui ne boitaient pas. « Monsieur Ndoye, tonna-t-elle, vous êtes accusé d'outrage au tribunal pour vos absences répétées. » Malik, debout tant bien que mal, tenta de parler. Sa voix était calme, posée. « Madame la juge, j'ai essayé de... » « Ce n'est pas un endroit pour les excuses, » coupa-t-elle sèchement. Il ravala sa douleur, son histoire, sa dignité. « Les transports ne sont pas adaptés, » continua-t-il. « J'ai dû faire 3 kilomètres ce matin à pied, en béquille. » Elle plissa les yeux. « Vous avez réussi à venir aujourd'hui. Vous pouviez venir avant. » Silence, injuste, glacial. Il comprit alors que pour elle, sa douleur n'avait pas de place ici, ni sa guerre, ni ses cicatrices. Mais ce fut ces mots suivants qui glacèrent la salle. « Avant que je prononce votre peine, monsieur Ndoye, vous vous lèverez, sans aide. Par respect pour ce tribunal. » Un souffle coupa net l'oxygène dans la salle. Même l'assistant du procureur baissa les yeux, gêné. Mais Malik serra les dents. Lentement, il lâcha ses béquilles. Une chuta au sol dans un fracas terrible. Il posa ses mains sur la table, s'appuya, transpira et il se leva. Son corps tremblait. Sa jambe métallique grinçait. Sa mâchoire crispée trahissait l'effort. Il tenait, parce que dans sa tête, tenir était tout ce qu'il avait appris à faire. Puis, sa jambe céda, un bruit sourd. Son corps s'effondra brutalement. Épaules, hanches, tête. Le choc résonna comme un coup de feu. « Malik !» hurla Aïcha, entrant en courant en blouse mouillée de pluie. Elle s'agenouilla près de lui. Ses mains tremblaient, mais sa voix était stable. « Ne bouge pas. Tu n'as rien à prouver. Pas à eux. Pas comme ça. » Mais Malik essayait encore, parce que tomber, c'était mourir à nouveau, un peu. Le silence dans la salle était devenu lourd, presque coupable. Puis, un mouvement, un homme debout, puis un autre, puis une rangée entière. Des anciens combattants, des jeunes, des vieux, en uniforme ou en civil, tous debout, tous silencieux,
Puis cette voix, une femme âgée venue du fond de la salle. « Mon mari est mort en Indochine, dit-elle. Ils n'ont même pas mis son nom sur la stèle. Et vous? Vous voulez humilier le fils d'un frère d'armes ?» La juge Dumas ne répondit pas, mais ses yeux avaient changé. Ce n'était plus de l'autorité, c'était une faille. Et dans cette faille, tout un peuple invisible commençait à se lever. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Le marbre glacé du sol collait au visage de Malik. Il avait cessé de lutter, non par abandon, mais par lucidité. Il sentait la douleur se répandre dans son bassin comme un feu lent, une alarme sourde que son corps n'avait plus la force d'ignorer. Aïcha serrait sa main, ses doigts tremblaient, mais sa voix demeurait ancrée, ferme, comme une corde tendue au-dessus du vide. « Tu n'as rien à prouver, Malik. Pas en rampant, pas ici. » Autour d'eux, le silence était devenu une entité à part entière. Épais, présent, presque vivant. Les regards avaient changé. Ceux qui jusque-là évitaient ses yeux le fixaient désormais sans détour, non plus comme un accusé, mais comme une vérité trop longtemps enterrée. Un homme à terre, parce que la justice avait préféré la posture à l'humanité. Un huissier s'avança. Un vieil homme au regard las. Il s'agenouilla lentement à côté de Malik, posa une main ferme sur son épaule. « Ne bougez plus, sergent. Laissez-nous vous relever. » Malik murmura à peine « Je suis encore debout là-dedans. » Et dans cette simple phrase, il y avait toute une guerre. Le regard d'Aïcha se tourna vers la juge. Elle ne pleurait pas, mais quelque chose dans sa posture s'était brisé. Plus droite, juste, figée, comme si elle assistait à l'effondrement de ce qu'elle croyait incarner. Puis la voix d'Aïcha résonna. Pas forte, juste, tranchante comme une lame sincère. « Vous parlez de respect, madame la juge, mais est-ce que vous respectez ce qu'il a traversé? Ce qu'il continue de traverser chaque jour dans ce pays pour lequel il a saigné? » Pas de réponse. Seulement un léger tremblement dans les doigts crispés de la juge Dumas, posés sur le rebord du banc. Et alors, un par un, les anciens combattants debout dans la salle se mirent à avancer, silencieux, solennels. Un homme noir, la cinquantaine, le bras en écharpe, s'avança le premier, puis une femme asiatique en fauteuil roulant, un homme blanc au regard dur mais humide suivi. Tous portaient les traces visibles ou invisibles d'une guerre, de leur guerre. Ils n'étaient plus spectateurs, ils devenaient témoins. Un homme, crâne rasé, tatouage visible sur le cou, s'adressa à la salle. « Vous croyez qu'il tombe parce qu'il est faible? Il est là, parce qu'il est resté debout plus longtemps que beaucoup ici. » Et ces mots firent basculer quelque chose. La salle n'était plus un lieu de jugement, c'était devenu un tribunal de conscience. Et alors, elle arriva. Une vieille femme noire, manteau de laine, chaussures impeccables, un sac pressé contre elle. Elle s'arrêta sous le regard de la juge. Sur sa poitrine, 6 médailles militaires alignées comme un blason silencieux. « Mon père est mort en Corée, dit-elle sans trembler. Son cercueil est rentré par la porte de derrière. Ils n'ont jamais hissé le drapeau. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Aujourd'hui, vous venez de piétiner son héritage. » Et soudain, tout vacilla. La juge Dumas, d'ordinaire inébranlable, se redressa lentement. Ses mains relâchèrent le rebord de bois. Elle se leva, descendit les quelques marches. Chaque pas semblait peser des années. Devant Malik, elle s'arrêta. Puis, dans un geste que personne n'avait vu venir, elle ôta sa toge, la plia avec soin et la posa à terre. Enfin, elle s'agenouilla. Un souffle passa dans la pièce, un souffle de stupeur, de réparation tardive. « J'ai failli, dit-elle, je vous ai vu comme un dossier, pas comme un homme. Je n'ai pas écouté ce que signifie vraiment servir. » Elle ne demandait pas pardon, elle constatait, en silence. Malik, toujours à terre, leva la main lentement. Il posa ses doigts sur l'épaule de la juge, pas pour la rassurer, pour lui rappeler qu'il était encore là, vivant, témoin, et qu'il n'en avait pas fini. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de cris, juste le bruit d'une salle qui retenait son souffle devant l'inimaginable. Une juge à genoux, un soldat au sol, et autour d'eux, un cercle silencieux de témoins, pas de ceux qui assistent, mais de ceux qui portent. Quelqu'un filmait, discrètement, un téléphone levé, tremblant, captant chaque détail, la chute, la main posée, la toge abandonnée. Ce n'était pas une mise en scène, c'était brut, authentique, et donc inoubliable.
Avant la fin de la journée, la vidéo dépassa les 5 millions de vues. Au matin, 50. Les images passèrent de téléphone en téléphone, d'écran en écran, comme une vérité qu'on ne pouvait plus ignorer. Il ne pouvait plus se lever, alors le pays s'est levé à sa place. C'était devenu plus qu'une phrase, un cri, un symbole, un miroir tendu à une nation fatiguée de ne pas voir ses héros, pas ceux des manuels scolaires, ceux des fauteuils roulants, des cicatrices, des silences trop lourds. Les réactions affluèrent. Des vétérans du Mississippi, en chaise roulante, saluèrent une photo de Malik posée sur leur Porsche. Un ex-marine blanc de l'Ohio, yeux embués, lança devant la caméra. « T'as tenu pour nous tous, frère. » À Seattle, des femmes soldats d'origine asiatique publièrent une lettre ouverte. Nous aussi, on s'est levés, mais personne n'a regardé. Des adolescents peignaient des fresques sur les murs d'école. Des messages en lettres capitales, rouges sur fond gris. Il n'a pas pu se lever. Alors nous nous sommes dressés. Les chaînes de télé en débattaient. Les anciens restaient silencieux. Mais leur regard disait tout, enfin. Et pendant ce temps, dans un appartement modeste, Malik, lui, ne regardait pas les écrans. Il restait près de sa fenêtre, dans son fauteuil, la jambe bandée, le dos fatigué, un journal en cuir sur les genoux. Aïcha nettoyait doucement autour de lui. Elle savait que ses silences n'étaient pas vides. Ils étaient pleins. Pleins de noms, pleins de visages, pleins de souvenirs qu'aucune caméra n'avait filmés. Sous une pile de papier, elle découvrit une boîte métallique. Petite, froissée. Une boîte qu'on n'ouvre pas par curiosité, mais par besoin. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle doucement. Malik leva les yeux, lent, fatigué, mais clair. « Mon passé, ce qu'il en reste. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des plaques militaires, une photo usée d'un jeune Malik, souriant à côté d'un autre soldat, une étoffe brûlée, un mot scellé dans du plastique. « Pour Malik, si tu reviens, Thomas Vega. » Le souffle d'Aïcha se coupa. « Thomas Vega, c'est lui qui t'a sorti de ce feu, n'est-ce pas ?» Malik acquiesça, lentement. Il déplia la lettre et lut. « Si tu lis ça, c'est que je ne suis pas revenu. C'était notre pacte. Si l'un tombe, l'autre vit, vraiment. Pas juste survivre. Promets-moi de ne pas disparaître, de parler, de marcher, même en boitant. On n'est pas mort pour le silence. » Les mots traversèrent Malik comme une lame lente et juste. Il trembla. Pas de douleur physique, de mémoire, de dette. Et, dans un silence presque sacré, il ouvrit son journal. Une page blanche. Il écrivit lentement « Il n'est pas mort pour le silence, et moi non plus. » L'encre s'infiltra dans la page comme une promesse dans la chair. Le matin était calme. Presque trop. Pas de caméra, pas de discours. Juste le roulement discret d'un fauteuil sur le gravier d'un cimetière militaire. Arlington, des rangées infinies de pierres blanches, dressées comme des soldats au repos éternel. Malik s'y rendit en silence, accompagné d'Aïcha. Elle poussait doucement sa chaise. Une main sur son épaule, l'autre tenant 4 coquelicots rouges, vifs, brûlants de mémoire. Ils s'arrêtèrent au fond, là où le vent se faisait plus franc. Malik déroula un petit carré de tissu sur ses genoux. Un à un, il y plaça les fleurs. Une pour Bobby, une pour Marcus, une pour Angela, une pour JT. Des noms gravés dans sa peau, pas dans la pierre. Il passa ses doigts sur les lettres. « Ce ne sont pas des tombes, murmura-t-il, ce sont des virgules, des phrases qu'on n'a pas laissé finir. » Aïcha recula de quelques pas. Elle ne voulait pas déranger. C'était leur moment, leur langage silencieux. Et puis Malik parla, pas fort, mais avec cette gravité qui ne demande pas de réponse. Ce n'est pas un hommage, c'est un serment de se souvenir, un serment de parler. Un serment que votre sacrifice ne devienne pas un simple chiffre dans un rapport. Un oiseau tourna dans le ciel. La lumière était pâle, comme en deuil. Il salua, main droite tremblante, mais droite. Un salut net, parfait. Le seul geste qu'il pouvait encore exécuter comme avant. Et dans ce silence, dans ce ciel sans hymne, sans fanfare, Malik remplit un devoir que personne ne lui avait demandé. Celui de ne pas laisser mourir les histoires. Le changement n'eut pas besoin de cris. Juste d'un nom inscrit en bas d'un article de loi. La loi Ndoye. Simple, d'une ligne. Aucun tribunal des États-Unis ne pourra exiger d'un ancien combattant invalide qu'il se lève pour témoigner du respect envers une institution. La Chambre vota à l'unanimité. Pas de polémique, pas de débat téléguidé, juste des visages graves et des ouïs qui sonnaient comme des excuses tardives. Mais la loi n'était qu'un début.
Les écoles intégrèrent l'affaire Ndouaye à leur programme de droit. On enseignait désormais non seulement le texte, mais l'intention, le poids moral. Des forums furent créés. Que signifie vraiment l'honneur? Dans un lycée du Missouri, une élève de 14 ans nommée Talia Jackson écrivit un essai intitulé « L'homme qui nous a tous redressés ». Elle n'avait jamais vu de guerre, n'avait pas de famille dans l'armée, mais elle avait vu Malik, et quelque chose en elle avait changé. Et pendant que le pays essayait de comprendre ce qui s'était fissuré en lui, Malik, lui, continuait de vivre. Pas dans les projecteurs, dans le quotidien. Il n'assista à aucun plateau, ne donna aucun discours, mais sa présence se ressentait dans chaque silence respecté avant un témoignage, dans chaque porte qu'on tenait pour un autre, dans chaque regard qui n'évitait plus la béquille, mais saluait l'homme qui la portait. Le bâtiment n'avait pas changé. Même briques, même colonnes, même façade austère de pierre beige. Le tribunal municipal de Fairwood était resté le même. Mais ses marches, elles, n'étaient plus neutres. Elles allaient désormais porter un nom. Une foule s'était réunie, discrète mais dense. Il n'y avait pas de fanfare, pas de cortège officiel, juste des visages, de tous âges, de toutes origines, des anciens combattants, des familles, des jeunes, des silhouettes silencieuses unies par une reconnaissance partagée. Au pied des marches, un drap de velours noir recouvrait une sculpture. À ses côtés, Malik se tenait debout. Pas sans douleur, pas sans aide, une seule béquille. Mais il était debout. Le représentant local s'approcha du micro, pas pour faire un long discours, juste une phrase. Ceci est pour ceux que l'on n'a jamais regardés. Le voile glissa, et là, face à la ville entière, se dressait une statue de bronze. Un homme, un soldat noir, genoux au sol, une béquille plantée à côté de lui comme une lance. Son visage tendu par la douleur, mais droit, digne, brisé, mais jamais effacé. Ce n'était pas Malik. C'étaient tous les eux, tous ceux qui avaient chuté en silence, gravés dans la base de pierre. On ne t'a pas vu. Maintenant, on te regarde, pour toujours. Un silence épais, respectueux, tomba sur la foule. Un enfant tira la manche de son père. « Papa, ça veut dire quoi cette statue ?» Le père, sans quitter la sculpture des yeux, répondit doucement. « Ça, fiston, c'est ce que la dignité ressemble quand elle ne crie plus, quand elle reste. » À ses côtés, Malik posa la main sur la béquille sculptée. Il ne parla pas, il n'avait rien à ajouter, parce que ce jour-là, il n'était plus seul. Et cette fois, le silence n'était pas indifférence, c'était respect. Le bois du vieux fauteuil grinçait doucement sous son poids. Assis sur le porche de la maison familiale, Malik observait l'horizon. Un ciel en or pâle s'effilochait au-dessus des champs. La lumière déclinait lentement comme une main qui caresse l'air une dernière fois avant de se retirer. À côté de lui, Aïcha sirotait son thé, pieds nus, silencieuse. Leur maison était modeste. Quelques cadres accrochés au mur, un drapeau plié dans une vitrine. Une vieille radio jouait doucement un morceau instrumental qu'aucun des deux ne reconnaissait, mais qui semblait avoir toujours appartenu à ce moment. « Tu penses à eux, hein ?» dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Pas besoin de mentir. »« Toujours. » Elle sourit, fatiguée mais sereine. « Et maintenant ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il regardait la lumière, le vent qui dansait dans les herbes, les oiseaux qui s'agitaient entre deux branches. Puis il murmura « Maintenant ils savent que je n'ai jamais été seul, que tomber ne m'a jamais empêché de me relever. » Il redressa légèrement son dos. Son corps criait encore, bien sûr. Mais ce soir, la douleur n'avait plus d'emprise. Il leva lentement la main. Une salutation, pas militaire, pas automatique, une promesse. Puis, presque imperceptiblement, il murmura « Je les vois encore, je me tiens encore. » Aïcha posa sa main sur la sienne. Il n'y avait rien d'autre à dire. Le pays avait entendu, et surtout, le pays avait retenu. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche, laisse un like, et surtout partage cette histoire à ceux qui ont oublié que la dignité ne crie pas, mais se tient droite, en silence. Ton soutien est la seule raison pour laquelle ces récits vrais, profonds et nécessaires continuent d'exister. Merci d'avoir marché aux côtés de Malik. Maintenant, c'est à ton tour de te lever.